Bonjour, bienvenue au Forum des images. Cela fait plaisir de vous voir aussi nombreux alors qu'il fait bien beau dehors. Mais je crois qu'effectivement, vous avez tous eu envie d'assister à cette rencontre avec un de nos très grands acteurs, André Dussolier. Donc vous savez tous qu'il a commencé par le théâtre, qu'il a une voix absolument extraordinaire qu'on a pu découvrir, je veux dire, effectivement, dans Amélie Poulain, qui est le double d'Alain Resnais, et je pense qu'on parlera beaucoup d'Alain Resnais aujourd'hui. Merci d'accueillir Anne Dussolier et Pascal Méry. Je rentre et Dussolier. Et j'étais effrayé des impressions qu'il devait avoir, car tout d'un coup, François Truffaut nous montrait la vie de couple, l'intimité, alors qu'encore une fois, je ne voyais pas s'exprimer chez moi, donc tout d'un coup, j'étais gêné pour eux, quoi. Mais le cinéma offrait une intimité qui était, là encore, supérieure à celle du théâtre, mais voilà, j'étais loin de penser que mes premiers pas au cinéma, puis j'étais pas loin de penser que je deviendrais acteur, mais j'étais loin de penser que c'est avec François Truffaut que je les ferais. Une belle fille comme moi. Dans une belle fille comme moi, oui. Et donc, vous dites que c'est le métier d'acteur, le cinéma, le théâtre était très loin des préoccupations de vos parents. Oui. Et quelle a été leur réaction quand vous avez osé dire que peut-être vous auriez... Alors on va dire tout de suite, ils étaient fonctionnaires, mon père était percepteur, dans le village on l'appelait persécuteur, mais c'était tout à fait injuste parce que à l'époque et à la campagne, je le voyais ouvrir la perception le dimanche pour délivrer des permis de chasse et verser des pensions, donc vraiment c'était une autre vie, d'autres mœurs. Mais en fait, c'était tout à fait éloigné du théâtre et j'avais flirté avec l'idée de partir à Paris, puisque tout se passait à Paris et il n'y avait pas de comédien professionnel. Je vous parle d'une époque, c'était 1900... Allez, quoi 1965. Et donc c'était à ce moment-là que j'avais lorgné sur les écoles d'art dramatique, et puis je me disais, pas seulement mes parents, mais tout l'entourage, il n'y avait pas de comédien professionnel en province, et ils me disaient, mais non, tu ne vas pas, fais-le pour ton plaisir, etc., etc. Et donc je me suis payé mon billet de train pour aller à Paris quand j'ai eu fini mes études, et je me suis acheté ma liberté quand on m'a proposé un poste d'assistant de philologie à la fac d'Oran d'Algérie. Non merci, donc j'avais fait de la linguistique, de la littérature, j'aimais beaucoup ça, mais quand même le théâtre me tenaillait, et donc je suis parti à Paris, et je suis arrivé, j'avais 23 ans, donc c'était assez tard quand même, parce que tout le monde avait été dans les cours à l'âge de 18-19 ans. Et donc j'ai mis les bouchées doubles, j'ai travaillé beaucoup et j'ai découvert un monde voilà, que je pouvais pratiquer quotidiennement et de 9h jusqu'à minuit. Non, mais c'était 3 livres pour 8. Oui, ça s'appelait en anglais Bedroom Farce, je préfère le titre, mais la pièce avait vraiment bien fonctionné. Mais avec Born au théâtre, en France en tout cas, n'a jamais été aussi successful, comme on dirait, qu'en Angleterre, où il écrit une pièce par an et c'est vraiment à chaque fois une réussite. Moi je l'avais vu jouer au National Theatre et par des acteurs anglais, c'était vraiment très fort, très bien, parce qu'il le jouait avec beaucoup de vérité. Mais non, c'est tout à fait par hasard, Resnais l'a découvert aussi, on a peut-être évoqué, mais enfin, il s'est senti surtout des affinités avec son écriture, parce que Ekborn, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui ne cherche pas à faire rire avec les répliques d'un personnage, comme peut-être c'est une habitude en France. Il fait rire, il ne cherche pas à faire rire, justement. Il décrit, il mélange le rire ou le pathétisme, le côté pathétique des personnages, et tout d'un coup ça devient tragique, et tout d'un coup ça devient drôle, mais ils le sont un peu malgré eux, c'est les situations. Et c'est bien cette vérité qui guide un peu le rire ou le tragique, quoi, et où il n'y a pas où c'est pas télécommandé, quoi, où il n'y a pas des répliques qui sont écrites là pour faire rire. C'est ça que Resnais aimait bien. Alors avec lui, vous tournez La vie est un roman, 83, vous tournez L'amour à mort l'année suivante, et vous êtes le violoniste de Mélo en 86, c'est ça? Je crois que c'est un rôle qui a beaucoup compté pour vous. Oui, parce que c'était la première fois que j'avais un rôle où il y avait vraiment une palette très variée, où je pouvais jouer, je sais pas, il y avait tout dans ce rôle, l'émotion, la séduction, l'amitié, il y avait tous les sentiments à exprimer.
Et c'était vraiment un rôle complet, vraiment un beau rôle. Et donc, on a tourné 123 jours, c'était pas beaucoup. On avait répété un peu avant, pas mal même. Et voilà, c'était la première fois que René, si je ne m'abuse, se servait d'une pièce de théâtre, je crois, pour la faire au cinéma. Et il n'y avait pas beaucoup de moyens, et donc on a réalisé ça. Et c'était, oui, c'était un grand souvenir pour moi, avec le talent de René, de metteur en scène, c'est-à-dire, je me souviens de ce début où j'avais un monologue assez long. J'allais le dire, il fait pratiquement 10 minutes, c'est ça? Il fait 10 minutes, et dans ce monologue, alors c'est là que je trouve, parce qu'on disait à la fin, oh, il n'y a pas vraiment de mise en scène. Or, la mise en scène, elle est drôlement subtile, et dans ce monologue-là, par exemple, où la caméra est juste derrière Sabine Azema et Arditi, un peu comme au théâtre, et m'écoute raconter une histoire, ou l'histoire du personnage qui raconte qu'il est en scène en train de jouer un concerto au violon, et puis tout d'un coup, la femme qu'il aime est dans la salle, et puis il voit qu'elle regarde un homme. Et il ne peut rien faire, il est prisonnier du concert qu'il est en train de jouer, il ne peut rien faire, mais il est en train de voir ce qui se passe. Et tout ce qu'il ne peut pas faire, il l'exprime dans la musique qu'il est en train de jouer. Donc il raconte ça, et ça dure 9 minutes et demie, donc la caméra est derrière Pierre et Sabine, et puis elle fait un tour comme ça, en arc de cercle, et puis elle s'approche, et au moment où je raconte tout ça, mais c'est imperceptible dans l'image. C'est pour ça que je le raconte, car je trouve que c'est une belle idée de mise en scène. On me voyait dans le décor, évidemment, qui était éclairé, et au fur et à mesure où la caméra s'approche, mais c'est assez imperceptible, et je ne suis pas sûr que les spectateurs se rendent compte, mais la lumière s'éteint derrière, enfin, progressivement, ce qui fait qu'on est concentré sur le récit. Et voilà, c'était ça, les manières de faire. Mais c'était difficile cette scène, parce que, je ne sais pas si vous vouliez, bon, enfin bon, c'était une scène où vraiment... non, c'était pas celle-là d'ailleurs, parce qu'il y en avait une autre qui était extrêmement difficile, où il y avait une scène d'émotion avec Arditi à la fin, et une scène où tout d'un coup je partais comme ça, normal, dans un rapport amical, et puis il me disait quelque chose qui me brisait, quoi, qui me révélait quelque chose de son amour à elle, et ça me faisait pleurer. Il me dit, mais tu pleures? Et donc, évidemment, c'est un exploit, c'est difficile, quoi. Surtout quand en général, quand on a des scènes d'émotion, c'est tout de suite après que le clap, on fait le clap, et puis bon, on est dans l'état d'émotion. Mais là, c'était difficile parce que je partais à vide, dans la légèreté, et puis tout d'un coup, c'est en cours de scène que l'émotion venait. Donc je m'étais quand même préparé, j'avais commencé à assassiner toute ma famille pour me mettre dans l'état qu'il fallait. Vous faites une prise, puis la deuxième prise, une fois que vous les avez assassinés, vous les enterrez, parce qu'il faut quand même renouveler l'émotion. Après, vous n'avez plus grand-chose, vous allez au cimetière, puis vous faites, enfin bon, voilà, tout. Mais donc, et puis j'étais un peu surpris, parce que c'est à partir de ce jour-là que je ne suis plus allé voir les rushs. Les rushs, c'est les extraits de ce qu'on a tourné, parce que quand j'ai vu le film monter, René n'avait absolument pas pris la scène qui était justement la plus émouvante, où j'étais le plus ému, en tout cas, il n'aimait pas ça. Et donc, il avait pris la scène qui était, bon, oui, ému, mais enfin, juste une brillance dans l'œil, au bout de la 8e prise. Donc, à partir de là, je me suis dit, oui, j'ai compris qu'en effet, on n'était pas là pour faire son propre film, se manifester sa performance, mais plutôt on était au service de l'acteur, et qu'une fois la journée terminée, le film appartenait au metteur en scène qui allait le monter, quoi, par la suite. Il y a vraiment 3 stades quand on fait un film. Il y a le scénario qu'on lit, il y a le film qu'on réalise, et puis il y a le film qui est monté. Et vous ne pouvez pas savoir comment vous allez sortir à la fin, quoi. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez concevoir le film d'une certaine façon quand vous le voyez, quand vous le lisez, le scénario, puis ensuite vous le réalisez, et avec le metteur en scène qui a ses habitudes, ses manières de voir, de faire, et puis ensuite le montage. Et c'est ça qui fait qu'il y a une grande différence avec le théâtre, parce que le théâtre, au moins, quand vous êtes en scène et que vous rentrez en scène, vous êtes maître des lieux. Et le plaisir de l'acteur, vous l'avez à quel moment? C'est ce moment du tournage? Ah, je l'ai. Non, mais au cinéma, c'est sur le tournage. Comment? C'est au moment du tournage. Oui, bien sûr, je l'ai, et puis on se concentre pour ça, puis on travaille pour ça, puis c'est excitant pour ça. Mais je veux dire par là qu'une fois que c'est de l'humilité de l'acteur, c'est-à-dire que vraiment, de la même façon qu'on ne maîtrise rien dans une carrière, de la même façon qu'on ne maîtrise rien sur les projets qui peuvent nous arriver, voilà,
et sur ce qui peut vous être proposé, de la même façon, on ne maîtrise rien du film qui va être monté une fois que vous l'avez tourné, quoi. Bon, quand même, il en reste toujours l'essentiel de ce que vous avez lu, bien sûr, mais c'est quand même la vision du metteur en scène. Pour ça, peut-être qu'il y a pas mal d'acteurs qui passent à la mise en scène. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Ça, c'est Victor Hugo. Bravo. Ne poussez pas, parce que... C'est assez moderne, on est 1850.